Bonjour et bienvenue à l'émission Tour de table. Pascal Clément pour vous servir, votre animateur, comme depuis quelques semaines déjà, c'est la 5e émission. Donc aujourd'hui j'ai une thématique qui m'intéressait, puisque en lien aussi avec le cadre de mon travail, je suis amené à travailler avec des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Donc la thématique aujourd'hui c'est santé mentale. Je ne veux pas, cette émission ne va pas être là pour stigmatiser ou quoi que ce soit. On va parler d'une réalité, de ce qui se passe actuellement. C'est toujours un peu en lien aussi avec la post-pandémique. La pandémie qui nous a amené beaucoup de choses qui ont amené à des personnes à vivre des situations pas évidentes. On l'a tous vécu, hein. Donc là, je suis très heureux d'avoir 3 invités de qualité pour cette émission, thématique santé mentale, et de voir un petit peu c'est quoi les enjeux de la santé mentale en 2023, 2024, parce que là, l'émission est enregistrée en 2023, mais elle va être diffusée en 2024, sur la réalité des problématiques de santé mentale et voir un petit peu, prendre le pouls un petit peu par rapport à ça avec des personnes qui sont sur le terrain, comme moi. Donc ça va être un échange très intéressant. Donc j'ai 3 invités, 3 belles personnes ce soir avec moi. Donc je vais commencer avec à ma droite. Je vais te demander de te présenter. Bien, mon nom est Christelle Marois. Je suis intervenante psychosociale, éducatrice spécialisée. Je suis à mon compte en pratique privée. Je fais de la consultation en relation d'aide et j'accepte les mandats de l'IVAC pour les indemnisations victimes d'actes criminels. C'est très important, ça. Merci, ça me Pascal. fait plaisir, merci d'avoir accepté. À ma gauche. Alors bonsoir, mon nom est Martine Vachon, je suis de formation éducatrice spécialisée aussi et je suis intervenante sociale, présentement directrice de l'Intervalle, maison d'hébergement de transition en santé mentale dans la MRC des Appalaches. Parfait, enchanté. Bonsoir, moi je suis Catherine Laflamme, je suis éducatrice spécialisée de formation, mais j'ai aussi un bac multi en service social et je suis la directrice de l'organisme La Croisée, qui vient en aide aux membres de l'entourage proche aidant de quelqu'un qui a un trouble de santé mentale. Super. Bienvenue à toutes les 3. Puis c'est bien parce que là, j'ai 3 domaines différents, l'intervalle, la croisée, puis une consultante. Donc je trouve ça vraiment intéressant pour le sujet. Donc là, en fait, j'aimerais un petit peu avoir que vous me donniez le pouls. Je vais peut-être commencer avec vous, Martine. Ou avec toi, on va se tutoyer, ça va être plus simple. Ouais. Ça va. Mon côté français fait des fois que le vous revient, mais on va se tutoyer. Donc, comment vous voyez actuellement, là, quelle est la différence que vous voyez depuis le post-pandémique en lien avec la clientèle que vous recevez à l'intervalle? C'est une excellente question. Pour être honnête, présentement, pour moi, j'ai pas beaucoup de comparatifs parce que je suis quand même assez nouvelle, fraîchement arrivée à l'Intervalle. Donc, l'Intervalle, c'est quand même une maison qui a plus de 30 ans d'existence. On a eu des fortes présences, donc la maison était pleine. On a eu des moments de difficulté au niveau de la pandémie aussi, oui, de par probablement l'intégration des résidents, tout ça. Les difficultés au niveau du personnel aussi, tout ça a fait en sorte que ça a quand même beaucoup changé. La dynamique de l'intervalle. Présentement, je pense qu'on est dans un nouveau vent, dans une nouvelle ère, parce qu'on va devoir travailler différemment aussi à l'intervalle. Donc, il va y avoir des changements qui, tranquillement, devront s'opérer, des réflexions qui devront se faire de comment l'intervalle, comment une maison d'hébergement santé mentale peut s'adapter à la réalité actuelle. Parce que tout est appelé à changer, les admissions, la façon de référer. Tout à fait. Donc, pour moi, le comparatif avant et après est un peu difficile à faire. Par contre, si on regarde plus vers le futur, bien, je pense que les services vont s'offrir différemment pour répondre vraiment à la réalité qui est présente sur le terrain. Puis ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Martine, parce qu'en fin de compte, oui, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte. Chaque organisme, chaque professionnel, puis je pense que c'est pour tout le monde, on n'a pas le choix de s'adapter. Parce que sinon, on va passer à côté puis on ne va pas être aidant. Exactement. Donc, l'adaptation est vraiment très importante. Pour toi, Catherine, quelle différence vois-tu aussi depuis le post-pandémique? Parce qu'en fait, oui, le rôle de la Croisée, c'est d'accompagner les aidants proches des personnes vivant avec des situations, oui, de problématiques de santé mentale. Donc,
Comment ça se traduit pour... Ça a été différent parce que nous, on a eu une grande hausse de demande depuis, même au début de la pandémie, mais depuis après la pandémie, encore plus. Puis, dû à la demande, on a dû évaluer nos services pour en offrir de nouveaux. Fait qu'on a ouvert notre volet qui est jeunesse maintenant. Fait qu'on avait déjà une partie de volet jeunesse, mais on avait une lacune, un groupe d'âge qu'on n'offrait pas. Fait que maintenant, tu sais, on part vraiment de 6 ans en montant. OK. Fait qu'on a toute cette nouvelle gamme de personnes qu'on est allé chercher qu'on n'avait pas. OK. Puis on a aussi dû offrir un nouveau service pour une clientèle qu'on n'avait pas nécessairement sur le territoire avant, mais maintenant qu'on a de plus en plus, qui est le volet immigration. Et c'est une autre réalité aussi. Qui est une autre réalité qu'on a de plus en plus sur notre MRC. Puis on a aussi été chercher le volet agriculteur qu'on n'avait pas, mais qu'on a de plus en plus. Hein, qu'on va en entendre parler partout que les agriculteurs ont de plus en plus de difficultés au niveau santé mentale. Fait que les proches aussi ont de plus en plus de difficultés. Fait qu'on a dû aussi ouvrir ce volet-là. Puis, ben, comme partout dans les organismes, on a une problématique de main-d'œuvre. Fait que ça aussi, c'est ça, la problématique des c'est ressources. récurrent partout. Fait que ça aussi, on a dû jouer avec ça, mais maintenant, on s'est stabilisé. Là, fait que c'est vraiment des nouveaux services qu'on a ouverts. Puis, en même temps, au travers de ça, de ce que j'entends, pour toi, Christelle, il n'y a pas très longtemps que tu t'es mis à ton compte, c'est ça? Oui. Puis, ce que tu vois entre l'époque où tu étais plus pour un organisme, et la clientèle que tu as maintenant dans tes consultations, est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques qui a changé? Est-ce que ça t'amène toi aussi à t'adapter d'autant plus? Bien là, pour le moment, tu sais, je suis en début de ma pratique au niveau de la pratique privée, mais c'est sûr que j'ai vu un changement pendant la pandémie avec la clientèle, juste au niveau de l'accessibilité au logement. Ça peut devenir un stress majeur pour quelqu'un, puis ça peut venir affecter la santé mentale. Puis ce qui a fait aussi que ça a augmenté le taux d'itinérance cachée, des gens qui devaient conjuguer avec un stress. Puis là, aussi avec la pandémie, bien, il y a eu des liens qui se sont rompus avec certaines personnes qui étaient proches à cause d'opinions divergences par rapport à la pandémie. Fait que je pense que ça a vraiment accentué. Ce que je note, moi, présentement, avec les gens qui consultent, bien, ils me parlent beaucoup. Bien, pendant la pandémie, ma consommation, elle a augmenté. Puis là, je suis pris dans ce cercle vicieux-là. J'ai eu des problèmes d'argent. J'ai dû penser à faire faillite. Je me suis séparée parce que c'est beau parce que quand on va qu'à nos occupations, tout va bien. Mais quand on vit 24 heures sur 24 avec toute la famille dans un petit endroit clos, bien là, ça peut devenir très difficile. Fait que je crois que c'est à ce niveau-là. Puis c'est de voir aussi au niveau de l'accessibilité des services. Je pense que les gens avaient besoin, mais il n'y avait pas accès. Puis tout dépendant des mesures qui étaient mises en place, j'ai besoin d'aller en thérapie, mais je ne peux pas aller. Puis si j'y vais, bien, il faut que je sois isolée pendant X temps pour pouvoir intégrer. Fait que je pense que ça a augmenté la détresse psychologique. C'est ça. Puis, parce que là, c'est très intéressant, parce que là, je vois un petit peu la similitude que vous vivez, hein, tous plus ou moins, avec le type de clientèle. Puis cette réalité, parce que tu parlais du logement, qui s'aggrave actuellement. L'inflation, les prix qui augmentent, les prix des loyers qui n'ont pas d'allure, qu'une personne qui déjà a vécu des situations difficiles se retrouve dans un contexte. Puis comme tu m'as parlé tout à l'heure, comme tu disais, que les personnes, quand il y a eu la pandémie, se sont retrouvées des séparations, ça a amené des séparations, des situations de remise en question sur son emploi, parce qu'il y avait des emplois qui ne s'adaptaient pas au télétravail. Le télétravail est une béquille, mais moi, je l'ai mal vécu, là, le télétravail, parce qu'on travaille avec l'humain à distance. On n'a pas le même... Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, en tant qu'intervenant, c'est sûr que c'était pas l'idéal. Oui, ça a permis, mais c'était pas l'idéal. L'idéal, c'était face à la personne pour ressentir, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de relation, donc ce contact-là est hyper important. Puis surtout quand on parle de santé mentale, parce que les personnes, ils se sentent souvent... ils sont victimes aussi. Puis tu parlais de consommation aussi, parce que ça a amené que les personnes sont mis à consommer pour pallier une situation ou des événements qu'ils n'arrivaient pas à gérer. L'automédication. L'automédication. Puis on l'entend, tu parlais de manque de ressources, de trouver du personnel. C'est une autre réalité que vivent les organismes aussi. Donc pour toi aussi, Martine,
Bien, C'est un petit absolument, peu le même. absolument. Tu sais, le côté automédication, je pense que ça l'a explosé justement, tu sais, au niveau de la pandémie, parce que justement, peut-être l'accessibilité aux services, Maintenant, c'est le plus accessible. lien entre les intervenants, donc la personne qui est déjà vulnérable, qui est en souffrance. Tu sais, elle essaie de se soulager comme elle le peut. Par contre, aujourd'hui, oui, il y a encore des répercussions. Par contre, on sait que dans le traitement de la maladie mentale, c'est sûr que l'automédication par des substances XY avec une mesure plus conventionnelle de médication, il faut trouver l'équilibre, là. Ouais, c'est pas compatible. C'est une difficulté. Puis là, j'ai une petite question pour toi, Martine. En lien avec l'intervalle, est-ce que tu vois une clientèle, est-ce que la clientèle est de plus en plus jeune? Je pourrais dire que présentement, c'est quand même bien équilibré. Okay. Effectivement, on a des nouvelles personnes, des résidents qui peuvent être un peu plus jeunes en âge, mais on a aussi des personnes un peu plus âgées. Je crois que nos personnes qui sont un peu plus jeunes, est-ce que c'est par manque de services ou d'intervenants? Puis je me questionne, est-ce que ce sont peut-être une clientèle qui va être plus une clientèle de sans-abri, de SDF? Oui, Christelle en parlait. Oui, c'est ça, l'itinérance. Donc, peut-être que par le manque de services, l'automédication, ils se retrouvent plus facilement sans-abri. Donc, qui ont moins accès aux intervenants qui vont venir les référer à l'intervalle en hébergement. C'est une question qu'on peut se poser. Oui, puis ça c'est bien, je vais le garder en tête parce que c'est très important ce que tu viens de dire, parce que tu avais dit aussi nommé Christelle en partant de J'aimerais rebondir sur Martine. Tu sais, ce que je remarque, moi j'ai travaillé beaucoup avec la clientèle qui avait eu des services au niveau de la protection de la jeunesse, qui avait passé pratiquement leur vie en famille d'accueil. Donc, des fois, le contact avec l'institutionnel a été parfois traumatisant. Puis, je veux pas aller chercher de l'aide, ça sert à rien. J'ai conté mon histoire à 25 personnes, puis ça fait que la personne, elle devient très méfiante là, de vouloir aller vers les services aussi. Fait que, des fois, en tant qu'intervenant, il faut faire un travail pour dire à la personne que c'est possible d'avoir un suivi de qualité parce qu'ils viennent qu'à pu y croire. Fait que je trouve que chez les jeunes, c'est beaucoup ça. Ils sont laissés à eux-mêmes. Puis, ben c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Comment je vais gérer mes émotions? Comment j'apprends à me sentir quand je suis en colère? Là, si je suis seule, c'est pas avec ma tablette que j'apprends à dire comment je me sens ou c'est-tu normal d'être en colère? Est-ce que c'est normal de se sentir triste? Est-ce que c'est normal d'être déçu? Fait que, tu sais, quand on apprend à mettre des mots, je crois que si on apprenait plus jeune à être en contact avec les émotions, d'apprendre à les gérer, bien peut-être qu'on irait moins vers l'automédication. Tu sais, les gens qui vont se tourner vers les substances, c'est pas parce qu'ils... Oui, puisque c'est ça. Puis en lien avec ce que tu dis là, puis Martine en parle aussi, mais c'est parce que c'est une souffrance. Puis cette souffrance, elle n'est pas physique. C'est parce qu'on parle souvent d'une médication pour soigner un bobo, mais là, la souffrance physique, comment on peut la quantifier, la souffrance physique? Puis je suis confronté moi aussi, en tant qu'intervenant dans mes rencontres, à l'avoir. Puis là, ils me vomissent leurs émotions par rapport à la souffrance qu'ils ont. Je sais que c'est pas dirigé contre moi, mais après, on le voit. Puis cette souffrance-là, elle n'est pas quantifiée, elle n'est pas reconnue non plus. Non. Donc, eux, ils vont chercher des moyens d'apaiser ces souffrances. Donc, ils vont vers la consommation qui est peut-être pas forcément l'idéal. Donc, puis souvent, quand on parlait d'itinérance, avoir accès à un médecin, avoir accès à des ressources quand on n'a pas d'adresse, avoir des revenus. Puis ça, c'est une autre problématique. Comment est fait notre système? Il est à repenser entièrement. 100%. Non, mais on le sait parce qu'on le voit. Donc, puis là, c'est pas tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, c'est de faire un constat. Puis justement, le but d'une émission comme Tour de table est d'en parler. Puis de faire prendre conscience que nous sommes tous concernés par ça. Autant organisme que personne individuelle. Quelqu'un qui va être peut-être itinérant, juste oublier de se dire, ah ben non, il est dangereux ou quoi que ce soit. Juste de le regarder, dire bonjour, un sourire. Ça fait pas, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire la différence pour cette personne. Donc ça, c'est des petits détails en lien avec l'itinérance. Puis souvent, quand ils sont dans cette situation-là, il y a un problème de santé mentale, il y a une souffrance. Absolument. Fait que là, de ce que tu disais, Martine, ceux qui viennent, c'est parce qu'ils se retrouvent dans une situation un peu d'itinérance, donc ils viennent en fait à l'intervalle.
Bien, oui, c'est une solution qui peut leur être présentée, mais encore là, faut-il qu'ils aient un intervenant. Parce que chez nous, on aime travailler en collaboration avec les intervenants du CLSC, du CIS. Donc, question d'avoir un filet de sécurité. Oui. Parce que nous, il faut se rappeler qu'on est des organismes communautaires. Exact. Donc, on fait beaucoup sur le terrain, on fait beaucoup auprès des résidents, de nos membres. Par contre, parfois, quand on peut se heurter à des portes qui sont fermées, quand on doit arriver au niveau des centres hospitaliers ou des autres services spécialisés. Donc, pour nous, c'est important de travailler en collaboration. Et quand nos résidents arrivent, bien, nous, c'est un peu le souhait. Est-ce qu'on a un intervenant, qui peut t'appuyer, qui peut nous appuyer, là-dedans? Puis accompagner le jeune. Accompagner. Puis ce que j'aime tantôt, Christelle, ce que tu nommais, c'est la confiance. Souvent, ces personnes-là, qui soient jeunes ou qui soient plus âgées, la confiance peut s'être effritée au cours des années. Donc, pourquoi cette personne-là nous ferait confiance, nous, tu sais? Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu peux m'amener de différent dans ma vie qui va me faire du bien? Fait que c'est un peu ça le rôle, tu sais, d'où créer le lien, ce que vous nommiez. Oui, le lien significatif. Le lien significatif. Donc, c'est sûr que nous, on est en hébergement de 24 heures sur 24. Une fois qu'ils sont avec nous, on a quand même une chance de créer le lien, dans les activités de la vie quotidienne, de vivre avec cette personne-là, d'apprendre à l'observer, puis après ça, à décoder son non-verbal, comment qu'elle va. On a peut-être cette chance-là versus les autres, mais il faut prendre le temps. Puis, il faut prendre le temps de respecter ce résident-là dans son cheminement. Dans son cheminement, puis dans sa souffrance. Donc, c'est ça, dans sa souffrance, puis lui laisser le temps de se déposer, puis de nous faire confiance. Pour se reconstruire. Pour se reconstruire, ça se fait pas en une semaine. Ah non, on le sait très bien. Puis ça doit être la même chose pour toi, Catherine, en lien... Par exemple, les personnes aidantes autour de personnes vivant une situation de problématique de santé mentale, eux, ils n'ont pas les outils. Des fois, ils essaient de les faire de mieux, mais au bout d'un moment, ils sont épuisés. Oui. Puis, comment ça se traduit pour vous? Nous, ça, c'est un enjeu aussi dans le sens où quand un proche vient dans notre organisme, la plupart du temps, il arrive, puis il faut avoir la recette miracle parce qu'ils arrivent, puis ils sont déjà épuisés. Fait que, tu sais, déjà là, de créer le lien devient difficile parce qu'il faut qu'ils arrivent dans ton bureau puis ils disent, là, il faut que tu m'aides, mais il faut que tu m'aides aujourd'hui puis que tu aies la recette miracle aujourd'hui pour le faire. Tu sais, c'est pas généralisé à tout le monde, on va se le dire, là. Il y en a qui arrivent puis que ça va bien puis qui arrivent justement au bon moment. Mais il y a des fois où que, justement, le manque d'intervenants ou le manque de vitesse dans le dossier ou le manque d'accessibilité font que l'approche arrive puis il est épuisé totalement tout de suite. Puis là, tu dis... Et je peux pas faire rien tout de suite. Là, on n'est pas une situation d'urgence. Nous, on est là pour aider le proche sur le long terme, puis donner des solutions, puis t'aider à mettre des limites en place, puis te fournir des outils, justement, comment mettre tes émotions en place, puis de mettre des mots sur tes émotions. Mais je peux pas te donner de solution miracle. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent, des fois la méconnaissance des organismes, que de la part... c'est pas de la faute des gens. Non. C'est souvent des fois la méconnaissance, parce que des gens ne savent pas. Peut-être ils voient, ils veulent aider leurs proches, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent être aidés, accompagnés. Puis quand ils découvrent, souvent, comme tu disais, c'est trop tard, puis ça serait maintenant qu'il faudrait les... Puis là, il faut jongler avec ça. Puis il y a une chose très importante, je pense que Martine qui répondra comme ça, c'est le fait de... Autant pour la personne qui vit une situation de santé mentale ou problématique, c'est répéter. Au bout d'un moment, ils sont plus capables. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ben là, je ne vais pas te répéter. Il est tanné. Il faut prendre le temps, justement, de les écouter, puis de leur faire les amener à qu'ils aient confiance. Puis le but, c'est pas de les faire répéter. C'est justement, le rôle d'accompagnant, à ce moment-là, devient... Il faut qu'on s'adapte, nous aussi, dans notre manière d'accompagner, comme tu disais un petit peu, Martine, comme pour toi aussi. Hein. C'est essentiel. Puis de changer, parce que si tu regardes un organisme, c'est pas en 1 heure de rencontre ou 1h30 de rencontre que tu vas une fois par semaine parce que ton horaire est plein. Mais des fois, il faut s'adapter, dire cette personne, elle a besoin là, de 3-4 heures parce qu'il y a des choses à régler. Puis il faut le prendre ce temps. Et puis, je le prends en tant qu'intervenant, mais ça, je le prends sur mes épaules, je le prends parce que ça fait toute la différence après. Parce que on voit toutes les sphères qui sont... Puis souvent, c'est compliqué d'avoir, OK, là, c'est pour tel volet, tel organisme pourrait l'aider, cette personne, tu n'arrives pas à les joindre.
on se parle par coup de téléphone interposé parce que quand j'appelle, si la personne rencontre, mais la personne au milieu, elle a subi ça. Puis elle voit que même l'intervenant, il n'est pas capable. Comment ça va régler comment ça va m'aider? Donc c'est qu'il nous fasse confiance et puis des fois prendre le temps. Ça, c'est une question de gestion après, hein. Mais il faut que les organismes ils s'adaptent à ça aussi. Il faut s'adapter à ça. Puis je pense qu'aussi, on peut reculer quelques années, peut-être nos mentalités d'intervention étaient très, très, très axées sur le client. Qu'est-ce qu'on peut changer, toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer? Mais tu sais, je pense qu'il faut aller au-delà de ça et de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut changer peut-être dans l'environnement de la personne. Tu sais, quand vous parlez là, d'aller autour, là, tu sais, systémique, tu sais, je pense que, oui, on travaille avec l'être humain, la personne avant tout aussi, mais parfois, un changement dans l'environnement peut complètement changer la donne et on va embarquer dans ce monde. Parce que la plupart du temps, souvent, les personnes, leur environnement, c'est éloigné. Donc, il y a une chose qui est importante à faire, c'est d'accompagner la personne, d'aller retrouver ce lien. C'est ça, de refaire. Parce que ça, j'en ai pris. Puis ça, c'est un bon point que tu amènes, Martine. J'en ai pris conscience cette année. Puis je trouvais que c'était tellement pertinent de ramener à ce que la personne l'accompagne, à ce qu'elle reprenne des liens. Absolument. Parce qu'elle explique, puis souvent, le lien s'est cassé parce qu'il y a une incompréhension. La personne qui vit une situation traumatique, elle n'est plus là, fait qu'elle est dans la réaction, comme tu disais, dans l'émotion, dans la colère, ou dans la... Elle est plus capable de gérer. Et puis souvent, les autour, ils ne comprennent pas. On s'éloigne. On s'éloigne. Donc là, on prend des elle est folle, on prend sa distance. Oui. Mais c'est pas ça. C'est pas qu'elle est folle, la personne. C'est juste qu'elle vit un événement. Donc c'est de retisser ces liens-là aussi. Puis le rôle des organismes aussi, quand on peut, hein, évidemment, c'est de ramener, c'est de voir toutes ces sphères-là. Donc c'est de l'éducation et de la prévention. Oui, la prévention est hyper, on le sait que c'est très important, qui a été un petit peu impacté il y a quelques années. Hein. On a coupé la prévention pour faire des économies, mais on voit ce que ça ramène après comme coût. Plus astronomique en plus quand on doit aller réparer tout ça. La prévention, oui, est importante. Est-ce que la prévention, toi, comment tu pourrais voir ça, la prévention, toi, en tant que consultante? Au niveau de la prévention, je ne sais pas si je vais rebondir essentiellement sur la prévention, mais je pense qu'à la base, il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis, quand on parle des anciennes façons de faire, je pense qu'il y a des façons de faire qui sont innovantes. Je pense entre autres à l'approche sensible au trauma, qui ne vise pas à traiter les traumas, mais à prendre en considération l'ensemble du bagage que le jeune ou le client va arriver. C'est quoi qu'il y a dans ton sac à dos? Comment ça pèse? Puis juste de permettre à la personne de devenir sensible à son propre vécu, je pense que c'est là la différence. Puis c'est là qu'on va aller vers quelque chose de nouveau parce que changer, non, on ne pourra pas changer. Non, c'est sûr. Mais comment tu peux accepter, là, présentement, tu es dans cette situation-là. Puis, tu sais, oui, l'entourage se tasse à un certain moment parce qu'elle est épuisée, puis c'est tout à fait normal. Puis d'amener la personne à comprendre, bien, c'est normal, ça y fait vivre quelque chose. Mais de toi, comment tu vas faire pour te responsabiliser? Pas en prenant à dire, OK, c'est accepté, mais qu'est-ce que tu peux? Oui, tu sais, on ne veut pas pousser la personne, mais est-ce que tu te rends compte que ça fait... T'as quel âge? T'as 40 ans? Mais ça fait 40 ans que tu vis avec ça. Tu peux pas que du jour au lendemain... Fait que juste quand on les sensibilise à ce qu'ils ont vécu, puis tu sais, dire, est-ce que tu as entendu tout ce que tu m'as raconté? Parce que souvent, moi, la première rencontre, je fais le tour de leur situation pour voir, on ne traitera pas ton passé, c'est pas mon rôle, c'est pas ma profession. Mais est-ce que tu as entendu tout ce que tu m'as raconté? Ça, c'est ça que tu as vécu. Fait que, peux-tu te donner le droit de vivre ce que tu vis en ce moment, puis OK, ben oui, ça fait longtemps que tu vis avec ça, fait que ça se peut que tu aies dépassé bien tes limites, puis que oui, ta santé mentale est plus qu'affectée, là, puis oui, c'est rendu avec un trou, puis oui, il faut que tu prennes la médication, puis ce que j'aime peut-être au niveau de la prévention, mais je pense que ça aussi, ça pourrait être enseigné très tôt, c'est quand tu demandes au client, c'est quand tu prends soin de toi, dans ta journée. Hein? Moi, prendre soin de moi, ben, il s'oublie, fait que, tu sais, de juste rétablir que tu dois être en relation, j'aime pas ça dire dois, mais le premier pas, c'est d'être en relation avec soi-même, puis de se prioriser, puis de prendre soin de soi, puis ben, t'es as brûlé tes limites, fait que oui, t'en es rendu là. Ouais, c'est parce que souvent ça, ils l'oublient, ils l'occultent, parce que ils se voient juste comme un poids, comme un... En fait, ils se mettent tellement de pression sur eux-mêmes, ils se dénigrent eux-mêmes, en fait, au point que...
ils ne servent plus à rien dans la société. Puis c'est ça qui amène, malheureusement, on voit le taux de suicide qui est très élevé, Exact. qui va amener à ça parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. Yep. Alors que s'ils reprenaient le pouvoir, puis de se dire, ok, est-ce que, moi, si je reprends mon pouvoir, puis que je me soigne que je me donne des petits moments, puis c'est pas de culpabiliser parce que tu prends ce petit moment pour toi, tu vas te reconstruire. Mais c'est là le rôle de nous, de les accompagner là-dedans aussi, puis de leur faire prendre conscience de ça. Mais des fois, c'est pas évident parce qu'ils sont fermés. Parce que, comme tu dis, les limites ont un tel niveau Tellement été atteint. que c'est dur. C'est dur. Je pense aussi que le rythme de vie présentement, tout va vite. Tout le monde se sent un peu bousculé dans le temps. Donc, nos personnes, nos résidents, nos parents, ils sont dans le même, dans la même chose. Ouais. Donc, comment qu'on fait, nous, pour ralentir ce rythme-là et prendre le temps de t'arrêter? C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Là, ouais. Nous, on a la chance en ressources de le faire puis de le nommer, mais il faut qu'ils apprennent à prendre ce temps-là, à s'occuper d'eux, parce que quand ils vont retourner en société, dans leur logement, dans leur famille. Il faut qu'ils aient les outils juste. Les outils, il faut qu'ils suivent, il faut qu'ils les aient travaillés, puis qu'ils les aient appris, puis qu'ils les appliquent. Fait que, je pense que la vitesse dont la société fonctionne, c'est un peu difficile parfois pour une personne qui est souffrante puis qui n'ose pas c'est ça. Puis, s'arrêter. Hein? C'est ça, pour les proches aussi. ça doit être la même chose pour les proches. Oui, tu sais, les proches, c'est pareil. T'as au départ, t'as le proche en tant que tel qui travaille, qui a des enfants, qui a de la famille. T'as la personne qui est malade, qui va pas bien, qu'il faut qu'il s'occupe aussi. T'as le quotidien, t'as la maison. Fait que là, en plus, qu'il faut qu'il s'occupe de lui, qu'il apprenne à mettre ses limites, qu'il apprenne à vivre avec ses émotions, ça tombe au quotidien. Puis je trouve ça encore plus difficile quand tu arrives au niveau des enfants qui, déjà, lui, dit « faut que je vive avec ma famille, faut que je vive avec la personne qui est malade, faut que je vive avec le stress quotidien de l'école, faut que je vive avec mes frères, mes soeurs. Ça devient encore plus touché puis plus difficile au quotidien à gérer avec ça. Puis là, tu lui dis « faut que tu prennes du temps pour toi, puis il faut que tu expliques au départ c'est quoi du temps pour lui, parce qu'il va te regarder avec un grand point d'interrogation qui va dire « c'est quoi du temps pour moi? Ça devient de plus en plus difficile de leur dire puis de le faire. Les aidants vont s'oublier par rapport à la personne qui veut aider. Puis c'est là qu'ils vont se brûler, justement. Totalement. Donc c'est bien. En fait, on voit que ce côté-là de prendre soin de ça, ça part dans toutes les étapes. Peu importe que tu sois aidant, personne vivant avec une situation, une dépression, peu importe, un symptôme de santé mentale, ça va passer par cette étape-là quand même. Comme nous, en tant qu'intervenants, on pense soin de nous, on va se brûler, puis on ne sera plus aidant du tout. C'est ça. Donc, c'est de trouver les outils, chacun à sa manière, pour justement être amené à prendre soin de soi, pour être capable d'accueillir, parce qu'on le voit, quand on accueille comme ça, il y a une charge émotive, éviter transfert contre transfert, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est nos outils, mais souvent, le lambda, la personne, le citoyen, la personne qui vit des situations, n'a pas ces outils-là. C'est pas son domaine, pas sa formation. Donc, il a une situation, un événement qui va être traumatique, qui va pas être réglé parce qu'elle n'ose pas les demander ou elle ne connaît pas les services. Puis, il va se passer une autre situation puis ça va s'empirer, en fait. Puis, au bout d'un moment, ça devient complexe. Puis souvent, il y a des personnes qui tombent dans des trous à ce moment-là. Puis c'est parce que j'ai un exemple en tête d'une personne à qui c'est arrivé. Et elle s'est trouvée pendant la pandémie en situation d'itinérance par rapport à une situation dont elle n'était pas responsable. Puis ces situations-là, elle l'a amenée à être déconnectée de tout. Elle avait beau aller chercher de l'aide. Pendant la pandémie, non, là, on est ouvert de telle heure à telle heure, mais son problème, il n'était pas entre 8h et 16h30. Son problème, il est 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. Donc son besoin, il n'est pas là. Puis à cause de la pandémie, on fermait beaucoup de choses pour des raisons de sécurité, d'hygiène, le couvre-feu. Fait qu'il y a une réalité, des gens qui sont tombés dans ces trous-là, puis ça a amené des drames. Puis ça a amené à des personnes à vivre des situations. Il faut en être conscient. Pas dire que c'est pour tout le monde, mais c'est une réalité. Et notre société doit se réadapter à la situation post-pandémique. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. On ne réglera pas ici, mais d'en parler et puis peut-être de le faire ressortir pour la conscience. On est tous interpellés là-dedans. C'est pas juste « ah, ça ne me concerne pas ». Non, ça peut concerner ton ami, ton cousin, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, ou le frère d'amis à toi. Tout le monde est impacté par ça, en fait.
Vous en pensez quoi? Ben oui, ben moi, quand je t'entends nommer que ça peut arriver à ta mère, ta soeur, tout ça, ça me fait penser aussi, tu sais, qu'on peut nommer que la maladie mentale, c'est encore tabou. Oui, c'est Hein? incompris. C'est ça, c'est encore, on en parle plus, il y a beaucoup, tu sais, on en entend, entre autres, une fois par année, on entend vraiment parler partout dans les médias, puis tout ça, mais c'est plus que ça, là, c'est à tous les jours, et oui, ça peut arriver à tout le monde. Tu sais, la Oui. maladie mentale, c'est aussi une dépression, c'est Oui, c'est aussi ça. un épuisement C'est professionnel. l'anxiété généralisée, parce qu'on le voit. Voilà. C'est un problème. Et- L'anxiété généralisée, c'est la majorité de ma clientèle. Voilà. Avant, j'en avais 1 ou 2 par année. C'est toute ma clientèle qui vit de l'anxiété. C'est ça, c'est nos généralisée. jeunes, hein, au Qui amène une secondaire, au dépression, qui cégep, amène- tu sais, qui vivent beaucoup, mais Exactement. de plus en plus avec des troubles anxieux qui les empêchent d'aller à l'école, tu sais, qui sont vraiment les paralysent. hypothéqués, absolument. Tu sais, donc, je pense qu'il faut continuer d'en parler, et de sensibiliser, sensibiliser. d'éduquer. Hein, c'est Ouais, un ouais. peu ça aussi, de nommer Ouais, qu'est-ce comme que tu nommais, c'est. Christelle, de forme d'éducation, en fait. Puis de ne pas stigmatiser les personnes. Dès Non, qu'on dit le non. mot santé mentale, ah, ben là, c'est Ça un fait fou. peur, oui, c'est ça. C'est Non, un il fou. faut sortir de cette image-là. Et tu vois, c'est parce qu'on oublie qu'on en a tous une. Hein? On a tous une Oui, santé santé physique c'est ça. et mentale. Ouais. Donc là, les gens, on l'oublie souvent, mais la santé mentale, c'est pas juste quand tu es rendu à avoir un diagnostic. Ben non. Chacun autour de la table, on a une santé mentale, donc il faut s'en occuper. Mhm. Tu sais, fait que Absolument. je pense qu'il y a eu de l'impact Puis, au niveau. Je vais Vas-y. rebondir, en fait, sur ce que tu dis, parce que la santé mentale a un impact sur notre physique. Fait que c'est sûr que dans un accompagnement, ne pas négliger le côté d'amener les personnes à faire du sport, à les amener à faire du sport. Bien sûr. Puis on le fait Tellement. au CG. Ouais, maintenant, je le fais, puis j'accompagne mes clients. Je vais m'entraîner avec eux. Puis tu vois la différence, parce que là, ça leur permet de sortir de ça, puis de se dire, si ta santé physique va bien, les deux, ça va rééquilibrer ta santé mentale aussi. Parce que tu vas vider un petit peu dans l'effort, dans l'exercice, quelque chose que... Il y en a qui ne savent pas l'exprimer, donc comme de laisser d'exprimer, de nommer les choses. Vide-la ta colère, nomme-la, c'est pas grave, je l'accueille. Quand on est intervenant, on ne prend pas ça pour nous, on accueille, il faut se protéger aussi, il faut faire attention. Mais en l'ayant nommé, après la personne, elle s'entend quand elle le nomme aussi. Mais si tu l'accompagnes aussi, plutôt que de donner... Parce que il y a une étude qui disait qu'au Québec, on était la province, le pays en tout cas, qui donnait plus de médication. Ouais. Je ne pense pas que ça soit la solution. C'est un blaster, ça peut être une solution, il faut que ça soit que temporaire. Mais en lien avec le volume, le manque de ressources psychologiques, ben, on a tendance à donner plus de médication parce qu'il Mhm. manque de psychologues. Il en manque. Bien, c'est sûr que, tu sais, quand on a un trouble de santé mentale, il y a un débalancement neurochimique. Fait que, tu sais, c'est non négligeable. C'est ça. Mais juste d'enseigner, d'éduquer par rapport à le sport, ton sommeil, ton alimentation. Si tu arrives à avoir davantage d'équilibre, ça va se placer. Oui. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux, ça ne va pas du jour au lendemain. Je ne peux pas Mais te garantir qu'on va cesser la médication, mais en Ça travaillant conjointement avec ton médecin éventuellement, Oui. puis en mettant des outils en place, puis en arrivant à gérer mieux tes émotions, ça pourrait aller mieux. Ouais. oui, mais tout à Moi, fait. je me réfère toujours à la réalité, un tiers, un tiers, un tiers. Hein? Ouais. Tu sais, la médication est responsable pour un tiers, ton implication, ton alimentation, tout ça, et ton soutien psychologique. Donc, c'est les trois mis ensemble. Je pense que c'est gagnant et un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas seulement viser sur un ou sur l'autre, mais C'est dans, ça. dans Parce un que rétablissement. je vois là-dedans, il y en a beaucoup qui se disent non, moi je veux pas avoir accès à la médication, je vais avoir une dépendance, après ça va me prendre un sevrage. Mais ok, ça c'est correct, puis on peut respecter ça, mais il faut compenser par quelque chose. Donc l'alimentation, puis c'est des choses faciles à mettre en place. Ça coûte moins cher que de donner une pilule. Absolument. Puis d'accompagner les personnes, de leur donner la possibilité d'avoir accès à peut-être à une salle de gym, d'aller s'entraîner sans que ça leur... Parce que souvent, quand ils sont dans cette situation-là, il y a la situation financière qui va avec, il y a tout ça. Fait qu'ils sont exclus de la société, du système. Mais il faut les accompagner. C'est le rôle aussi des organismes. Nous, on a mis en place une chose qui est bien, je trouve, c'est qu'on a un partenariat avec une salle de gym qui nous permet justement d'aller accompagner nos participants, puis qu'ils puissent avoir accès pendant leur établissement. Puis ça, je trouve que c'est une chose, c'est une petite chose, mais qui a son importance quand même. Vous en pensez quoi? Absolument. Absolument. Puis, tu sais, je pense que de toute façon,
de commencer ce mouvement-là de faire de l'exercice physique peut aussi se faire tout simplement à l'extérieur, dans la nature. Parce que ça peut correspondre davantage à une personnalité, dire « OK, bien moi, j'ai jamais marché, donc mon activité physique, je vais la commencer comme parfait, ça. » ça. Il va pouvoir se découvrir et se remettre en action pour peut-être éventuellement aller en gym ou peut-être pas se diriger vers autre chose. Fait que, tu sais, je pense qu'effectivement, c'est une donnée qui est non négligeable. Là. Ouais. Puis, dans tout ça, en fait, on voit bien que le portrait actuellement, il devient... le portrait, je ne veux pas dramatiser ça, c'est un peu lourd, mais reste que c'est une réalité, puis c'est nous de s'adapter à amener l'aide le plus adéquat possible. Donc c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi, Christelle, qui font la consultation, qui aident. Ça compense un peu avec le manque, qu'il y ait des organismes, autant pour les aidants que, comme vous, la maison de transition, en signant aussi avec le CLSC, parce qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier le CLSC qui est quand même présent, qui va faire les partenariats, la collaboration. Puis c'est de collaborer tous ensemble, pas uniquement dans son petit côté, parce que la santé mentale, ça touche tout le monde. Ça touche plein de sphères. Ça touche plus uniquement, disons, une maison de transition, l'intérieur, parce que c'est en lien avec la santé mentale, le Havre, parce que c'est en lien avec la santé mentale. Non. Nous, dans le Carrefour, c'est de l'employabilité, mais on est confronté à ça, c'est une réalité pareille. Oui, c'est ça. Et puis, autant dans les écoles aussi sont confrontés à ça. Absolument. Les entreprises, parce que les entreprises, ils ont des difficultés à trouver du personnel, donc ils mettent de la pression sur ceux qu'ils ont déjà. Ce que ça produit, qu'est-ce que ça fait? Ça produit des problématiques de dépression, parce qu'il y a une pression trop forte. Donc, ça touche toutes les sphères, toutes de la société, en fait. Donc, c'est d'en prendre conscience. Puis de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas la solution là, maintenant, mais peut-être que les gouvernements devraient peut-être réfléchir ensemble à dire, oui, c'est parce que là, on met la pression, on met ci, on met ça. OK, oui, il faut que les entreprises fonctionnent, faut parce que c'est toujours ce côté-là. Une entreprise, il faut toujours qu'elle fasse des gains. Mais au début, un moment, c'est au détriment de ses propres employés. Puis les employés qui vont se retrouver dans des situations difficiles, ils vont être licenciés, puis ils vont se retrouver dans des situations dramatiques, ce qui va faire que ça va amener... Puis ça va très vite. Hein. C'est souvent ce que je dis, souvent un occulte ça, moi, ça ne va pas me toucher. Tu le sais pas, ce que ça... Une dépression, on la voit pas venir. Hein. C'est sûr que si tu t'occupes pas de toi, que tu peux pas prendre, que tu n'arrives pas à prendre soin de toi, c'est pas si ça va t'arriver, c'est quand. C'est ça, exact. Oui, j'aime tout à fait ça. C'est pas si, c'est quand ça va arriver. Parce que c'est sûr qu'à un certain moment, tu pourras pas brûler la chandelle par les deux bouts. C'est impossible. Là, mais tu sais, tantôt tu parlais d'accompagner. Tu sais, dans l'accompagnement, d'être en relation, souvent les gens vont vivre des choses seuls, puis c'est ça que les gens ont vécu dans la pandémie, ils ont été seuls. On les a tous isolés, en fait. Quand on accompagne dans une démarche, que ce soit moi au privé, au communautaire ou dans l'institutionnel, quand on parle du CIS, quand on accompagne et qu'on travaille tous ensemble, oui, ça demande du temps, un certain temps de mettre des choses en place, travailler en collaboration. Mais si on prenait davantage cette habitude-là, absolument, on aurait moins de travail, chacun de notre côté, à faire parce qu'on ferait tout un petit bout de chemin. Ensemble. Oui, parce que cette personne-là, des fois, elle a été échappée par le système. Fait que, tu sais, on a une responsabilité au niveau de la société. On dit que ça prend un enfant pour éduquer, une communauté pour éduquer un enfant. Mais tu sais, je pense que ça prend une société pour habiter nos gens les plus vulnérables qui se ramassent en situation d'itinérance ou peu importe, là. Il y a pas... S'ils sont arrivés à ce point-là, oui, on a une part de responsabilité, mais nous, en tant que société, c'est quoi notre part de responsabilité? C'est de l'apprendre. C'est ça, d'en prendre conscience, en tout cas. Tu sais, tantôt, tu m'as demandé la réalité au niveau de moi, là, au niveau de l'IVAC. C'est juste des gens qui m'ont dit, moi, j'ai contacté 30 professionnels et je n'ai eu aucun retour d'appel. Puis toi, tu me réponds. Puis de différentes façons, là. Fait que de dire, tu me réponds, on m'a même pas dit, tu sais, j'ai plus de place. C'est silence radio. Fait que les gens, juste d'avoir un retour, des fois, étaient très émotifs, tu sais. C'est sûr, je prends toujours le temps de m'assurer que mon service va répondre aux besoins, mais quand même. Puis on le voit, je suis confronté aussi en accompagnant puis cette réalité-là. Puis des fois, je vois que le système, comment il peut fonctionner. Je nommerai pas de nom, mais je l'ai vécu avec une participante qui faisait un appel et je l'accompagnais. Je suis juste, moi, pour l'accompagner. Puis elle était très calme. Puis à un moment donné, la personne me dit « Oh, vous montez le ton ?» Elle fait « Non, je n'ai pas monté le ton. » « Si, vous avez monté le ton. » Moi, je suis à côté. Elle dit « Non, je suis que mon intervenant. » Puis le fait que je fais...
Non, madame, je suis juste à côté, elle n'a pas monté le temps. Ah oui, non, excusez-moi, c'est une question de jugement. Mais vous vous rendez compte de de jugement? Jugement, on vient de le dire. Je veux dire, l'erreur est humaine, il n'y a pas de problème. Mais une personne qui vit une situation traumatique, avec un choc post-traumatique, qui se retrouve avec des portes comme ça, c'est pas normal. Surtout avec un organisme qui est supposé d'aider les personnes victimes. Donc, puis ça, c'est même au niveau des instituts financiers. Parce que ces personnes, elles se retrouvent dans cette situation-là, donc il y a tout un tas d'éléments qui vont se rajouter. Cette personne-là se retrouve dans une situation difficile, puis de revenus, donc elle se retrouve à avoir des crédits. Puis au bout d'un moment, la personne essaie de s'en sortir, elle rembourse ses crédits, mais avoir accès, je vais le nommer, Equifax, TransUnion, Colexen, toutes ces choses-là, c'est l'enfer. Une personne qui est fragilisée, puis quand on essaie de les accompagner, ah oui, mais il faut que ce soit la personne. Ouais. La personne, elle va être à côté, mais au bout d'un moment, elle pète un câble, parce que c'est normal. Une personne, ça fait 4 ans qu'elle est dans cette démarche-là. Moi, je l'accompagne, mais c'est parce qu'à chaque fois, il manque toujours un dossier. Comment vous voulez demander à une personne qui est fragilisée de s'organiser, alors qu'une personne saine d'esprit comme moi, quand je les accompagne, je me rends compte que c'est complexe. Puis moi, je suis sain d'esprit. Donc une personne qui est fragilisée, en plus, elle est confrontée à ça. Donc c'est tous ces filets-là, parce que ça s'accumule avec la mauvaise nourriture, pas de logement, mais c'est tout un tas de... La personne a manque, quand on veut s'en sortir, il y a tellement d'étapes qui sont insurmontables quand on est déjà fragilisé. Vous en pensez quoi par rapport à ça? Est-ce que vous le vivez dans vos organismes? Absolument. Au niveau des aidants? Nous, on le vit au niveau de certains accompagnements qu'on fait au niveau de la cour. Là. Les démarches sont tellement difficiles, tellement longues, tellement compliquées que on fait les démarches avec eux, mais les proches, à un moment donné, ça pète une coche ou ça l'arrête, puis des fois, ils se rendent même pas au bout. C'est tellement compliqué. Moi, je le vois en hébergement parce que, tu sais, on le nomme, on est un hébergement de transition. Donc, l'objectif ultime, c'est que la personne retourne en société, tu sais, et qu'elle devienne, si possible, participante à la société. Donc, elle peut redonner. Mais avant d'arriver là, c'est ça, il faut être capable d'avoir le logement adéquat, tu sais, qui rentre dans son budget, tu sais, dans ses ressources financières. Il faut aussi, là, tu sais, qu'elle puisse se déplacer. Ça, c'est un enjeu aussi pour nos personnes en région, tu sais, de pouvoir se déplacer pour éventuellement avoir un emploi, pour ne plus avoir à vivre avec l'aide sociale. Et tout ça, ce sont, tu sais, comme vous dites, des obstacles, des défis que la personne est amenée à surmonter alors qu'elle est déjà un peu plus vulnérable. Elle est plus hypothéquée. C'est ça. Donc, c'est ça. Tu sais, nous, on le voit bien, là, tu sais, en hébergement de transition, tu sais, on essaie de développer les habiletés le plus qu'on peut, jusqu'au le maximum qu'on peut offrir, l'accompagnement, tout ça, mais il y a quand même des défis, des obstacles qui sont majeurs pour ramener ou pour que la personne, puis la personne aussi, ça me fait penser, elle a quand même un besoin d'accomplissement. Hein? Tu sais, ça fait partie, ça, de la base de l'être humain, le besoin d'accomplissement. Ça fait que quand elle va mieux, elle voit qu'elle n'est pas participative en société et, tu sais, ça vient jouer sur l'estime et sur tout ça. Mais, tu sais, elle a besoin d'accomplissement, cette personne-là. Exact. Aussi. Oui, puis ça, c'est très, très important. Parce que la personne qui veut s'en sortir, elle veut bien mettre les efforts. Mais si à chaque fois, dans ses démarches, elle est confrontée à des défis, des obstacles. Là, il faut que nous, on soit des fois derrière en support, mais on ne peut pas être là 24/24, malheureusement. Puis c'est pas possible, mais c'est que peut-être, même dans le système, il y a des choses qui ne marchent pas. J'ai un exemple en tête, une personne qui se retrouve en itinérance, puis il ne pouvait pas avoir accès à l'aide sociale parce qu'il n'avait pas de... Il n'y a pas d'adresse. Mais... Puis le travailleur du rue, il expliquait, mais la personne, elle habite dans le bois, là. Elle est dans le bois, là. Mais tu sais, oui, mais ça nous prend une adresse. Mais ça, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un manque de connaissances par rapport à ce qu'on peut faire. Parce que... Puis on parle de gouvernement, là. Mais c'est ça aussi l'importance de se connaître entre partenaires. Parce que quand tu sais que tu peux faire venir le chèque d'aide sociale à l'organisme pour 1 mois ou 2, parce qu'il y a des nuances. C'est ça, mais que l'agent, à l'époque, par rapport à cet exemple-là, ne le savait pas, puis a dit non, alors qu'on sait que c'est faisable, que le chèque arrive à l'organisme, ce soit plus facile, et que l'organisme fasse le pont pour aider la personne. Exactement. Mais ça veut dire qu'il y a même des gens au gouvernement qui ne sont pas informés de ça, puis qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur la personne. La personne, elle se retrouve exclue de tout. Elle n'a même plus le droit à ça, à une dignité. On oublie, parce qu'il y a la dignité humaine derrière ça. Puis
Puis ça, c'est pas pour tirer sur... on essaye d'aider les gens à retrouver leur dignité, mais il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour qu'elle soit respectée, cette dignité-là. J'ai plein d'exemples en tête parce que j'ai des réalités, j'ai entendu des histoires d'horreur. Puis les personnes que j'accompagne, je leur dis, faut témoigner. Oui, ça va être hyper important. Parce qu'il faut que ça se sache, pour que justement ça ne se reproduise pas, puis que ça ne soit pas... nous, souvent, les organismes, c'est une surcharge. On compte beaucoup de choses, des fois, d'erreurs. Puis on se retrouve en première ligne, du coup, souvent. Souvent, parce que les organismes communautaires, hein, on est comme... comment je peux dire, vraiment près de la population, tu sais. On est parmi eux, avec eux. Donc, souvent, c'est ça, on a les premières personnes, tu sais, qui peuvent être interpellées aussi. Puis, on fait parfois ce qu'on peut avec ce qu'on a, parce que nous aussi, tu sais, on a des contraintes, là, tu sais. On a des contraintes au niveau du personnel, des contraintes financières aussi qu'on doit respecter. Fait que, tu sais, parfois, c'est déchirant. Oui, c'est déchirant. C'est déchirant de prendre des décisions. Ce qu'il faut, c'est juste en parler, puis pas laisser ça comme sous le tapis. Mettre la poussière sous le tapis. Non, il faut le nommer. Il faut le nommer. Il faut que ça soit nommé. Puis ça, c'est le rôle de chacun. Déjà, en tant que citoyen, quand on parle... On est tous des citoyens de la Terre, hein, on est des êtres humains. Donc, en tant qu'humain, pour respect par rapport à l'autre humain en face de nous, c'est d'en parler. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas de dire... condamner. C'est juste dire, ça marche pas, ou il y aura peut-être moyen que ça marche mieux. Faire des constats. Puis ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle, je pense, à chacun, ne serait-ce qu'en tant que citoyen, déjà. C'est ça, moi je le vois là au niveau de l'IVAC, mais je le voyais en tant qu'intervenante quand je faisais de l'accompagnement. Le système, il n'est pas fait pour que ça aille bien pour les victimes. Non. Les victimes doivent se battre. Parfois, ils ont plusieurs personnes qui prennent leur dossier. Ils n'ont pas de suivi adéquat. Ils ont droit à des recours, ne sont pas informés, arrivent en cours. C'est reporté. Donc là, tu ne sais jamais avec quoi tu vas... Ça augmente le stress. Ça augmente le stress. Puis finalement, ça arrive nulle part. Souvent, notre système de justice québécois, pour pas rien enlever, mais est plus visé à aider ceux qui ont les agresseurs que nos victimes qui doivent se débattre sans arrêt, ça l'aide pas au processus de rétablissement. Puis juste un constat, puisque tu dis là, actuellement, avec des participants et des participantes que j'accompagne, je le constate. Puis là, on a beau dire, on fait ouf, c'est dur, c'est injuste, puis c'est vraiment... OK, vaut mieux être agresseur des fois que... C'est pas ça que je veux dire, mais... Non, mais des fois... Souvent, que la victime... qui ont plus de droits si tu as les moyens de te payer un bon avocat, là, tu vas t'en sortir, mais la victime, elle n'est pas... Elle est démunie. Elle est seule, puis elle a une surcharge, puis on lui demande il faut que tu fasses ça. Puis tout ça, j'en ai pris conscience à force de rencontrer, puis cette souffrance-là que les personnes nomment quand on les a en relation d'aide, hein. Puis là, on se dit, oh là là, il y a beaucoup de choses que les gens veulent dénoncer. Ils veulent dénoncer, mais le processus pour dénoncer est inhumain. C'est inhumain. Je sais, je suis dedans en ce moment avec des parties. C'est inhumain. Et puis, tu sais, quand tu as de l'accompagnement à la cour, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais des fois, moi, j'ai été à de l'accompagnement où la victime est là, puis l'agresseur est de l'autre côté. Là. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose au niveau psychologique. La confrontation, parce que la personne a peur, puis elle a peur pour sa vie, parce que l'agresseur, souvent, ils auraient besoin d'être traités. Fait que, tu sais, puis, tu sais, on le nomme, tu sais, quand on fait le lien avec pandémie, l'après-pandémie, le taux de violence, comment il y a eu de féminicide, la violence conjugale, les gens, tu sais, c'est tout ça, l'accès aux services, parce que c'est saturé. OK, madame, votre trouble, on va vous trouver, mais vous allez avoir une place dans 3 mois. Mais c'est là. C'est ça. C'est là, puis là, si on se rappelle au début de notre conversation, les gens arrivent, sont déjà épuisés. Fait que là, de dire dans 3 mois, non, puis c'est une réalité, puis des fois, ça va au-delà de ça. Je pense à un cas, là, ça fait 4 ans qu'elle est dans ces démarches-là. Cette personne-là, elle est au bout, là. Donc là, on arrive à faire pas des choses, mais c'est dur. Si ça avait été pris à temps, au bon moment, avec les bons services, la personne ne serait pas rendue là. Exact. Fait que là, ça coûte plus cher à la société aussi. Quand même. Absolument. Ça coûte plus cher. Puis nous, on participe à ça. Fait que on est là pour les aider, mais je veux dire, on participe, chaque personne. Puis je me rappelle de ce que me disait cette personne. Moi, j'ai payé des impôts, j'ai payé pour des services que j'ai pas le droit, qu'on ne me donne pas, puis quand on m'abandonne quand je me retrouve dans une situation difficile. Fait que c'est vrai, c'est un constat, on me disait ça, puis même moi, je me disais, c'est fou quand même, mais c'est une réalité. Je suis juste d'en parler, et puis de se dire, c'est des choses qui existent, qu'est-ce qui peut être mis en place? Puis ça serait en lien avec
nos dirigeants, puis c'est d'aller voir des fois, il y a des personnes, des députés qui sont ouverts à écouter, à prendre en considération. On ne changera rien ici, mais c'est vrai qu'il y a une réalité que les personnes, mais c'est de les accompagner à témoigner, puis dire, parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'un témoignage d'une personne qui a vécu une situation d'injustice. Parce que la personne, elle va trouver les mots. Et puis le but, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, c'est pas ça. Parce que la personne, elle veut pas de compassion, non, elle veut juste être entendue par rapport à sa souffrance. Puis des fois, mais c'est une réalité. C'est une réalité que on est tous confrontés vis-à-vis de ça. Puis nous, dans le travail qu'on va faire, on va le faire à 200%, évidemment. Parce qu'on est là pour les gens, comme toi, Catherine, avec les aidants. J'imagine que vous êtes des intervenantes, puis toi, vous donnez 200% pour essayer de les aider au mieux des moyens qu'on a. Oui, on fait en dehors des heures pour être sûr de fournir les services à tout le monde. On n'a pas le choix vu au manque de personnel. Pendant les heures, en dehors des heures, sur l'heure du dîner, on fait du surplus comme on peut, mais on en fait tout le temps. On n'a pas le choix. Oui, puis comme j'imagine chez toi, Martine aussi. Hein. Mais là, c'est vrai qu'en étant en maison de transition, ils ont un intervenant tout le temps qui est là. Oui. On n'a pas le choix d'avoir toujours un intervenant, mais tu sais, nous aussi, on est en difficulté, en pénurie de personnel. Donc, s'il manque quelqu'un, c'est moi qui vais y aller comme intervenante. Donc, on est toujours là. On essaie aussi d'avoir la crème des services, mais la difficulté, la réalité, elle est présente, là. Vraiment présente, oui. Puis, en même temps, c'est en travaillant en collaboration, tous les organismes. Peut-être qu'il pourrait... Moi, c'est une partie de moi qui m'avait dit ça. Pourquoi il n'y a pas une coordination des... J'ai trouvé l'idée très bonne. C'est vrai, c'est pourquoi on n'y a pas pensé. Une coordination des organismes, avec, disons, un organisme qui coordonne, puis que la personne est accueillie, puis là, tu as accès à ce service-là, ce service-là, ce service-là. Mais on voit que ça change, hein, parce qu'on met ça à plusieurs années de ça. Chacun travaille dans sa cour. Oui. Puis c'était dommage, on travaillait en silo. Puis moi, depuis que ça fait 13 ans que je suis au Québec, que je vais au Québec, que je travaille pour un organisme communautaire, j'adore ça, j'adore. Mais je vois l'évolution. J'ai vu l'évolution que maintenant, les organismes, on travaille plus en collaboration. Mais c'est encore à développer. Mais qu'il y ait une coordination, justement, pour que, justement, la personne qui est dans une situation critique, qu'elle puisse avoir accès sans avoir à se répéter. Parce que c'est un peu ce qu'on disait tantôt, répéter 25 fois, répéter. Fait que c'est sûr que moi, si je rencontre quelqu'un, si je ne me raconte pas son histoire, ça va être difficile de l'aider. Moi, je pense de là la collaboration avec nous. Que le dossier suive et que voilà, le dossier de la personne prend, puis peut le faire répéter. Bon, vous avez vécu ça, ok. Plutôt que les personnes aient à se répéter. Exactement. Mais je pense que là, présentement, on est dans une réalité où il y a tellement de changements de personnel dans chaque institution, chaque CDC, toutes les personnes me le nomment. Organisme. Tous ceux que j'accompagne me le nomment. Oui, c'est ça. Il y a c'est tellement une difficulté. Donc, avoir, un suivi précis, rigoureux, une bonne orientation pour notre patient, notre client, c'est très, très important. Parce que c'est là la différence. J'ai fait de l'accompagnement à long terme, j'ai vu des miracles, des gens qui se sont réhabilités. La société avait perdu, aurait dit non, il n'y avait rien à faire, mais le fait que ça soit toujours le même intervenant, que la personne connaisse les services, qu'il y ait une rigueur, ça changeait toute la différence, la relation était différente. Puis je pense que en tant que professionnel, on a un devoir d'aller à la rencontre des autres organismes, parce que moi, je peux aller au CJE et me dire, je connais le CJE parce que j'ai déjà travaillé au CJE, puis me fier sur le site Internet, puis finalement passer à côté de plein de services parce que ça se peut que le site Internet soit pas à jour. Je suis allée à la rencontre, puis je me rends compte qu'il y a plein de services, mais si on prétend qu'on sait ce que l'autre fait, c'est là qu'on se trompe. Puis c'est le fun quand je dis au client, excuse, je vais appeler Martine, puis je vais lui demander, ou je vais appeler Catherine, ou je vais appeler Pascal. C'est personnalisé. Exactement. Puis ça fait toute la différence. La personne, elle devient déjà plus en confiance. Ça envoie que tu as
as l'empreinte CGU en toi. Parce Oui. que je trouve que non, mais c'est cette mission-là, moi, qui me tient à cœur. Puis je vois qu'on est capable de le faire. Mais plein d'autres organismes aussi, vous avez tous des belles missions. Puis vous avez à cœur votre mission, puis votre organisme. Mais oui, ça c'est très important que le dossier suive. Puis comme tu nommais Martine, si tu changes, ou Catherine aussi, si tu as 3-4 dans une année, tu changes 4 fois c'est compliqué. Donc c'est important, la rigueur, des dossiers qui soient bien montés. Puis de se dire, là j'ai toutes les informations, que nous on a une base de données pour ça, où tout est inscrit sur ce qui a été fait. Puis avant que de faire répéter la personne, prends connaissance déjà du dossier. Ou appelle les intervenants qui ont avant. Puis après, c'est d'aller chercher, peut-être c'est des moyens aussi d'éviter à la personne d'avoir à se répéter, parce que c'est lourd pour la personne en même temps. Mais oui, c'est une réalité. Fait que là, ça va arriver au tour, ça passe vite. Hein. Je vous l'ai nommé que ça passait très vite. Ça a été super intéressant. Il y aura un débat qu'on pourrait faire pendant encore des heures, parce qu'il y a plein de points que j'aurais aimé aborder. Mais je vous remercie beaucoup de votre participation. Puis ça me rassure de voir qu'il y a des personnes humaines qui sont là pour aider des humains. Puis vous êtes des belles personnes en lien avec ça. Fait que félicitations pour votre travail. Puis là, je sais pas, il faut qu'on travaille en collaboration tous ensemble. Et puis j'espère que vous, chers téléspectateurs, vous allez prendre conscience un petit peu des réalités, de voir un petit peu que la santé mentale, c'est pas, faut pas en avoir peur. Parce que on l'a plus ou moins tous, sauf qu'on ne le sait pas encore. Ça peut nous arriver, comme tu disais tout à l'heure. On a tous une santé mentale. On a tous on une sait santé. pas si, c'est ça, quand. c'est quand. Exactement. Donc, il faut en prendre soin. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. J'espère que cette émission vous aura un petit permis de faire une réflexion aussi de votre côté et de prendre conscience que il y a plein de belles choses à faire, mais c'est ensemble, quand on est tous ensemble, qu'on arrive à faire des miracles. Puis moi, je crois aux miracles, mais pour ça, il faut se mettre en action pour ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à mes invités. Je vous remercie beaucoup pour cet échange, du temps que vous avez pris. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Tour de Table. Bonne soirée à tous.